Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le 28 décembre 2022, 16h34 exactement quand je fais cette vidéo, et on va faire le tour, on va faire une chronique comme tous les jours. Je vous fais une autre vidéo justement où on parle des graphiques plus précisément. Là on va revoir 2 secondes, quelque chose sur un graphique tout à l'heure, mais sinon je vous fais une vidéo où on parle du BTC, de l'ETH et d'autres petites cryptos qui performent, et j'ai séparé ça. Là, on parle que de l'info générale des marchés, des marchés traditionnels, de tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on est très tributaire de ça, même si on est dans un monde de DeFi, de finances décentralisées. Pour l'instant, on est très tributaire de tout ce qui se passe sur notre planète, mes amis, évidemment, évidemment. Et on est très influencé par les marchés américains, par le marché boursier américain. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Et est-ce qu'on est bearish ou pas? Oui, nous sommes bearish. Est-ce qu'on est toujours bearish? Oui, nous sommes toujours bearish. La carte thermique des coins crypto, plutôt rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, un petit peu de vert, mais il faut aller chercher, il faut commencer à creuser pour aller chercher, ça c'est un petit peu embêtant. On va regarder sur Coin 360, le BTC 16 666, le TH 1198, toujours un peu en baisse. Le TH, on a perdu 1,34 dans la journée et le BTC, on perd 0,82 dans la journée. En 7 jours, si on regarde juste pour comme ça, pour se faire une petite frayeur sur les 7 jours, ça ne veut pas rien me donner. On a perdu, oui, 1,43 sur les 7 jours et 1,62. On a les pourcents. Évidemment que le prix, c'est le prix qu'on a à la seconde, mais ici, c'est ça qui change dessus. Je voulais voir un petit peu. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose en une semaine de temps. Et on va le retrouver justement sur les graphiques. Et là, on voit en haut le BTC1. Alors ça, c'est le BTC1, c'est un peu spécial. Vous allez souvent, les gens qui démarrent vont sur les spots. Ceux qui sont traders, tout ça, vont sur le BTC1, s'ils tradent le BTC, pour aller faire des longues, des shorts et pour pouvoir prendre des effets de levier. Et sinon, vous êtes sur les spots où vous travaillez normalement, vous achetez et vous vendez. Mais on a à peu près le graphique. Évidemment que les prix, ce sera à quelque chose près la même chose, évidemment il y a les petites différences, mais ça ne vaut pas le coup d'en parler maintenant. Et là donc si on regarde dans un BTC1, si on regarde en journée, là, chaque bougie est en journée, on voit bien qu'on est plutôt en train de latéraliser. Et là les derniers temps ici, les dernières bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depuis une semaine, comme on a vu avant, eh bien on fait à peu près pareil, que ce soit sur le marché américain ou sur le nôtre. On est plutôt en train de se poser des questions. Juste avant, on baissait un peu ici, on baissait un petit peu ici, on le voit, et juste avant ça montait légèrement comme ça, et nous aussi on montait légèrement comme ça. On a fait quand même une différence quand il y a eu le FTX, le FTT, FTX. Là on a changé un peu la cadence parce qu'on suivait le marché américain, et quand on a eu cette épreuve du FTX, cette faillite de FTX, eh bien la chose a un peu changé là effectivement, et on a pris un chemin qui était un petit peu différent. Le marché avait continué à monter légèrement, et nous, vous voyez comme ici, on voit la différence ici, continue à monter comme si on a une grande bougie verte, ça continue à monter, et nous malheureusement, boum, on était un peu dans le précipice, on était un petit peu dans le précipice. Donc il y a eu des petites nouveautés, vous voyez, on le voit là. Et bon, c'est pas bien grave, on va s'en remettre un jour ou l'autre. On va s'en remettre un jour. Mais là, j'ai pu voir que justement, quand le marché américain baisse, on baisse. Quand le marché américain monte, on monte. Sauf quand justement l'erreur vient de nous, justement. Si on a fait une grosse erreur, une grosse bêtise, on est puni. Et le FTX, le FTT, donc, nous a puni lourdement, et nous sommes partis vers le sud, tandis que le marché traditionnel continuait au même moment, lui continuait à faire son petit chemin, bon, qui n'était pas grandiose, mais il faisait son petit chemin un petit peu à l'inverse de nous. Là, c'est le seul moment où on s'est rendu compte que les bêtises que l'on fait, eh bien, on est tout seul à les payer. Nous sommes tout seuls à les payer. Les bêtises que le marché traditionnel fait, nous les payons en même temps que lui. On est plus solidaire de ce côté-là, on est 2 fois plus sympathique que le marché traditionnel.
Je plaisante. Allez, guerre en Ukraine. Pourquoi les sirènes d'alerte ont retenti dans tous les pays ce mercredi alors qu'il n'y avait pas de signe de frappe russe? Ça fait peur, hein, tout ça. Hein. La guerre en Ukraine, tous les jours des news, c'est normal. Les journaux, il faut qu'ils nous donnent des news. Mais résultat des courses, c'est que tout ça, ce n'est pas terminé, que des gens souffrent et on ne sait pas quand ça va se finir. Alors j'en parle à longueur de temps parce que je suis vraiment touché par ça, par les gens qui souffrent, évidemment. Il y a plein de guerres dans le monde. Hein. Il y a eu d'autres guerres dans le monde. Il y en a eu des tonnes, on l'a déjà vu. Ça se finit toujours pareil. Les gouvernements finissent par s'accorder d'une manière ou d'une autre, même s'ils se font un peu la gueule, c'est pas grave, mais ceux qui sont morts, en revanche, ça ne changera rien, et les faits déchirés, c'est pour la vie, ça, hein. On traîne ça pendant des années, et voilà, mais en revanche, ça joue sur les marchés financiers. On sait que une vie n'est pas comparable au marché financier, mais on vit dans un monde et c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc voilà, ça joue donc sur notre écosystème. On a ça aussi. L'Inde va déployer des missiles balistiques aux frontières de la Chine et du Pakistan. C'est pas à remonter le moral de qui que ce soit non plus. Donc vous voyez, des news comme ça ne font rien pour que le marché aille bien. Après l'invasion de l'Ukraine, Taïwan se prépare à affronter la Chine. Vous voyez les journaux, si vous lisez les journaux, si vous faites comme moi, vous en lisez plein. C'est chaud, hein. C'est pas souvent dans l'autre sens, hein, les news. Hein. C'est que des news. Bon, déjà, on sait que ça intéresse plus les news qui sont mauvaises que les news qui sont bonnes. Les news qui sont bonnes, tout le monde s'en fout. Les news qui sont mauvaises, ça intéresse tout le monde. C'est comme ça a toujours été comme ça, et ça continuera d'être comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va bien falloir que le monde aille un tout petit peu mieux, en tout cas qu'il fasse un semblant d'aller mieux pour les bourses, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va remonter un peu, qu'on va pouvoir ressurgir et retrouver un petit peu le sourire, et on va pouvoir aller vers de l'avant et remonter vers le nord. Hein. Sinon, ça va être compliqué, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres choses qui empirent là-dessus, parce qu'on va continuer à tomber. Il n'y a que si vraiment la guerre en Ukraine, un gros exemple, si la guerre en Ukraine s'arrêtait, qu'il trouve un accord dans l'immédiat, eh bien là on aura une bouffée d'air frais qui nous fera repartir un petit peu en avant, mes amis. Hein. Voilà. J'aime pas beaucoup comparer ça, mais malheureusement c'est ça la vérité est là. Hein. Malgré l'effondrement de FTX, le Japon s'apprête à faciliter le règlement de la cryptographie. Bon, ça c'est des bonnes news. Hein. Je vous mets les liens partout. Hein. Il y a des fois je fais des petits commentaires, il y a des fois je vous mets juste le titre parce que voilà, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Hein. C'est sympa. En revanche, juste après juste après ça, on apprend qu'au Kraken, lui, bon, il quitte le Japon, on va dire. Hein. Il abandonne encore une fois le fait de travailler là-bas. Il l'avait déjà fait, il était revenu, il est reparti. Voilà, bon, c'est tout. Hein, c'est comme ça, il a ses raisons. Hein, on va lui laisser. Vous lisez tous ces articles si ça vous passionne. Et la Russie peut légaliser l'extraction de crypto-monnaies jusqu'au 1er janvier 2023, tant que quelque chose se passe. La Russie pourrait enfin légaliser l'extraction de crypto-monnaies après que l'architecte en chef de la législation sur la cryptographie du gouvernement a annoncé la publication d'un projet de loi qui pourrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Voilà, s'adressant à RIA Novosti, le chef de la commission des marchés financiers de la Douma d'État Anatoly Askaskov, alors moi qui parle mal, qui prononce mal, c'est terrible, a déclaré que le projet de loi serait lu au Parlement le mois prochain. Là, il faudrait qu'elle soit approuvée par les députés qui ont déjà rejeté une proposition similaire. Donc on a déjà eu un refus, hein, c'est pour ça que j'allais jusqu'à là, on a déjà eu un refus, mais là, bon, ils vont essayer de repasser encore ça. En tout cas, pour la crypto, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je ne suis pas en train de parler de la guerre Russie-Ukraine, hein, évidemment. Les autorités américaines enquêtent sur le piratage de FTX. Bon, bah lui, avec FTX, c'est la saga, c'est une saga, hein, ça va durer, hein, tant que ce ne sera pas passé vraiment, que ça n'aura pas été traité au tribunal un peu plus que ça. On aura tout le temps des petites news comme ça, hein, voilà, parce que pourquoi l'enquête est distincte de l'affaire de fraude contre le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Il y a eu deux affaires. Il y a eu un piratage, et puis après, vous savez, il y a l'argent qui était enlevé par les Bahamas, qui ont demandé à retirer une certaine somme d'argent, hein, qui était 400 millions, je crois. Hein. Voilà. Et donc, on a un peu confondu tout ça, on a un peu confondu ce que demandaient les Bahamas à retirer pour la protection, pour pouvoir repayer les choses après, etc. Et carrément un piratage, hein, qui a été un vrai piratage, le vrai piratage, ou faux piratage en tout cas, hein, on est bien d'accord, parce que pour l'instant, c'est pas encore expliqué comme il le faut. Tout ça. Le nouveau PDG justement de FTX, John J. Ray III, a déclaré que le piratage et un autre transfert d'actifs importants ordonnés par les régulateurs des Bahamas étaient distincts. Ceci est vérifié par la société d'analyse Chainalysis qui travaille avec FTX pour retrouver les actifs. Les 400 millions de dollars volés
et piratées de FTX sont complètement distincts des 400 millions de dollars détenus par la Sécurité Commission des Bahamas. Moi aussi, à un moment donné, je confondais les deux. Je me disais 400 millions, on ne savait pas trop quoi. Mais en réalité, c'est deux choses bien distinctes. Allez, vous continuez à lire tout ça si vous le désirez. Alameda Research a prêté 546 millions de dollars à Sam Bankman-Fried pour ses actions. Robinhood, voilà encore un autre problème, hein, c'est pas terminé tout ça. Hein. Alors, dans une déclaration sous serment de Sam Bankman-Fried, alors lui, une déclaration sous serment. Ouais, on aimerait bien voir la déclaration. Hein. Rendue publique par la haute cour d'Antigua et Barbuda, nous apprenons que lui-même et Gary Wang, tous deux cofondateurs de la firme FTX, ont contracté plusieurs prêts en 2022 à Alameda Research pour un total de 546 millions de dollars. Cet emprunt a été réalisé pour financer le rachat de 56 millions d'actions Robinhood par l'entreprise émergente Fidelity Technologies, une société basée à Antigua, détenue à 90% par Sam Bankman-Fried et 10% par Gary Wang. Vous avez compris ? Voilà, bon c'est tout. Allez, je vous laisse lire le reste. De toute façon, à la fin, ce sera très intéressant de faire un bilan, justement, mais bon, maintenant on sait, hein, il y a eu arnaque, etc. On va voir le peu d'argent que vont pouvoir récupérer les gens. On va surtout essayer d'apprendre avec le temps, lui, ce qu'il aurait pu réussir à tirer de tout ça en se protégeant, justement, à droite, à gauche. On le verra si on arrive à le savoir, ou sinon on ne le saura jamais, mais bon, il suffira juste de regarder son train de vie par la suite, hein, c'est tout. Hein, vous saurez tout de suite s'il a récupéré un jour des sous ou pas. Hein. Parce que là, apparemment, il a tout perdu. Hein, donc, il a tout perdu. Il doit des dettes, il aura des pénalités, il aura de la prison, il aura tout ça. Donc, si demain, le mec, il vit, une fois qu'il sera sorti, il vit dans un château, donc c'est que tout va bien. Hein, c'est que tout va bien. Allez, voilà, on se pose des questions. Même dévalisera-t-il encore les fonds d'Alameda? Les portefeuilles crypto d'Alameda ont fait l'objet de plusieurs retraits. Et Sam Bankman-Fried est d'ores et déjà pointé du doigt, évidemment. Il est à peine sorti qu'il y a déjà des retraites faites. La saga FTX continue avec toujours plus de scandales de la part de Sam Bankman-Fried. Avec de longues pérégrinations, l'ancien milliardaire a été remis en liberté suite au paiement de la caution effectuée par ses proches. Ça, il n'y a pas de problème, hein, d'accord. Hein, toutefois, une fois de retour à la propriété de ses parents, où il a été assigné à résidence, il semblerait que l'entrepreneur ne se contente pas de jouer aux jeux vidéo. Quelques jours après son transfert, les wallets crypto d'Alameda ont fait l'objet de mystérieux retraits. Voilà, bon, allez, on avance. Il me fatigue lui. Hein. Fermeture de Midas. Et là, justement, hein, je suis... Alors, c'est Midas, hein, c'est... Je suis Trevor, PDG de Midas Investment. Et, excusez-moi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attendez, je vais boire un petit goutte de café. Ça peut, parce qu'après ça me prend dans la gorge. Mon Covid, ça reste et j'ai des quintes de tout terrible. Au printemps 2022, le portefeuille Midas DeFi a subi une perte cumulée de 50 millions de dollars. 20% de 250 millions de dollars AUM. Après les événements Celsius et FTX, la plateforme a connu le retrait de plus de 60% de l'AUM, créant un important déficit d'actifs. Sur la base de cette situation et des conditions actuelles du marché CeFi, nous avons pris la décision difficile de fermer la plateforme. Malgré les dégâts causés par cet événement, c'est la seule façon d'avancer pour Midas, afin de construire quelque chose de pertinent pour ce nouveau marché. Notre objectif est de nous concentrer sur un nouveau projet qui s'aligne sur notre vision du CDFI. Ce projet sera entièrement transparent, en chaîne et construit dans le but d'offrir une expérience d'investissement nouvelle et améliorée. Voilà, vous lirez tout ça, il y a une vidéo, vous allez voir le lien, vous regarderez tout ça. En tout cas, ça c'est suite à FTX, on a bien compris, ça fait boule de neige, hein, que les problèmes qu'ils ont, la perte qu'ils ont fait faire au marché et tout, évidemment que plein d'entreprises derrière en auront pris un coup sur la tête. Hein. Il y en a qui en parleront, il y en a qui disparaîtront, on ne saura même pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, le FBI, il nous dit quoi? Mango Market Exploiter arrêté pour fraude. Lui aussi, c'est bien spécial. Alors, les forces de l'ordre ont arrêté le tristement célèbre pirate informaticien Mango Markets, Avraham Eisenberg, qui avait revendiqué la responsabilité de l'attaque et déclaré que ses actions n'étaient pas du tout illégales. Mais bien sûr, cependant, ces allégations d'actions légales d'ouverture du marché semblaient infondées car car il a été accusé de manipulation de marché
et de fraude. Une plainte précédemment scellée déposée auprès du district sud de New York a été rendue publique récemment, révélant que le FBI avait accusé Heisenberg d'un chef de fraude sur les produits de base et d'un chef de manipulation de produits de base dans l'affaire Mango Market. Voilà, le démantèlement de l'échange crypto a eu lieu au mois d'octobre 2022, qui est déjà présenté comme Hacktober dans les cercles crypto en raison de nombre écrasant de hacks et d'exploits. Heisenberg a ciblé le jeton natif de la plateforme MNGO et a artificiellement gonflé son prix par rapport à l'USDC. Son équipe a ensuite procédé à des emprunts importants contre leurs garanties gonflées, vidant ainsi la trésorerie de Mango et de crypto-monnaies d'une valeur de 110 millions de dollars. Heisenberg n'avait cependant jamais tenté de cacher son identité ou ses actions, affirmant que tous les bénéfices qu'il avait réalisés faisaient partie d'une activité commerciale régulière. En fait, il avait même entamé des négociations avec l'équipe de Mango immédiatement après la manœuvre pour discuter du retour des fonds. On en avait parlé dans le passé. Quelques jours plus tard, l'équipe de Mango a révélé qu'environ 67 millions de dollars de divers actifs cryptographiques avaient été restitués au trésor de la bourse. Voilà. Cependant, le FBI n'a pas accepté les affirmations d'Eisenberg selon laquelle l'ensemble de l'exploit n'était qu'une stratégie commerciale rentable. Le 23 décembre, l'agence fédérale a déposé une plainte officielle alléguant qu'Eisenberg avait délibérément et sciemment manipulé le marché et commis une fraude en manipulant intentionnellement et artificiellement le prix des contrats à terme perpétuels sur Mango Market. Les fonds qu'il a drainés de la trésorerie de la bourse provenaient directement des dépôts d'autres investisseurs. Et voilà. En fait, selon l'agent spécial du FBI, Bronson Rax, Heisenberg était conscient de l'illégalité de ses actions car il avait quitté le pays pour Israël le lendemain de l'exploit. Vous voyez ça, allez, vous lirez le reste et vous avez compris. Encore une arnaque, et si on arrive à déjouer un peu toutes les arnaques, ce serait extraordinaire. C'est comme ça qu'on va reprendre la confiance un peu des gens, et si on arrive à justement à détourner, à jouer, à prendre les mains dans le sac ces gens qui jouent justement avec l'argent de tout le monde là, eh bien on serait champion du monde et on finirait par redonner la confiance à notre système qui le perd un petit peu en ce moment. Une lettre de notre PDG, voilà, comme je vous dis, notre PDG, non je plaisante, c'est pas le mien, mais c'est le grand patron, Bilance, c'est le grand patron, évidemment. Alors, l'année de résilience 2022, il écrit quelque chose, là justement, c'est pas mal long à lire, donc moi je vais juste vous en lire une petite partie. Adoption et construction. Avant, il faudra lire tout ça, parce qu'ils nous disent qu'effectivement, on a eu une période hyper difficile en ce moment, avec Celsius, Voyager, FTX et d'autres. On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu la confiance des gens, donc il va falloir retrouver tout ça. Et là, adoption et construction, l'un des indicateurs clés avec lequel notre industrie mesure son succès est le taux d'adoption, évidemment. Au milieu de tous les défis de 2022, l'adoption de la blockchain ne s'est jamais arrêtée. Les individus et les institutions du monde entier continuant de se lancer dans la mêlée. En termes d'adoption de la vente au détail, les marchés émergents ont mené la charge, tandis que des marques de renommée mondiale telles que KPMG, JP Morgan, Rakuten, CSN Hilt, Tencent, Fidelity, Baidu, Tesla, Coolfard, PayPal, American Express, Accenture, Christie, BlackRock, Nasdaq, etc., McDonald's, Google Cloud, Mastercard, Sony et Nike faisaient partie de nombreuses organisations qui ont bénéficié de l'introduction de solutions basées sur la blockchain cette année. Certes, l'érosion de la confiance dans l'industrie de la cryptographie provoque par la crise de cette année sera un revers pour l'adoption par le grand public. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement. Pourtant, nous voyons maintenant que la demande et l'intérêt pour les actifs numériques restent robustes. Et sur cette base, l'industrie continuera à créer des produits et services de grande valeur et utilisables. Grâce à un travail acharné et à la concentration sur la construction, nous resterons la confiance des utilisateurs et on sortira encore plus fort. Bravo, j'espère qu'on va tous penser pareil, que tout le monde va faire son job là-dessus. Le premier des jobs à faire, c'est la sécurité. Sécuriser les blockchains, ça c'est très très important. Et après, la traçabilité, justement, sur tous les hackers, sur tous les gens qui nous font du mal dans ce système, puisque
Il y a toujours des gens qui disent à longueur de temps, oui, mais oui, on sait, machin, qui cassent les gens une fois après. Bah, faudrait casser les gens avant. Ce serait bien de dire du mal des gens, puisqu'il y a des gens qui adorent dire du mal. Hein. Bah, ce serait bien de le dire avant, hein, de le dire avant quand vous voyez vraiment quelque chose, pas après, parce que après, continuer à mettre des coups de marteau sur la tête de quelqu'un qui est déjà en train de s'enfoncer, on s'en fout un peu. Hein. Tirer sur l'ambulance, comme on dit, on s'en fout un peu. Hein. C'est avant, c'est prédire avant, essayer de prévoir avant justement les catastrophes et d'envoyer des signaux pour ceux qui sont un peu au courant des choses quand une entreprise va mal. Comme Binance l'a fait, même si on l'accuse, même moi le premier à l'accuser en disant peut-être s'il n'avait pas lancé comme ça, non, FTX, FTT, non, j'en veux pas du FTT, j'ai étudié l'entreprise, elle est pourrie, hein, je la regarde 2 heures, elle est pourrie, j'en veux plus, je vends tout ce que j'ai chez lui et tout. Voilà. Donc lui, quelque part, il a prévenu tout le monde en disant attention, il y a un grand danger. Peut-être un peu tard, il aurait peut-être fallu le faire avant, s'il l'avait su avant, il l'avait peut-être pas su. Hein. Mais voilà, parce qu'une fois qu'on dit les choses après, malheureusement, le mal est fait et tout le monde a donc perdu son argent. Hein. Après, ce qu'on fait simplement, c'est constater comme moi je fais. Avant, moi, sincèrement, j'avais aucun doute que FTX allait se casser la gueule. Si j'avais su, je l'aurais crié haut et fort. Et malheureusement, après, on fait juste un constat. On fait un constat. Et encore une fois, on a une pensée pour ceux qui ont perdu beaucoup d'argent et qui, malheureusement, ne sont pas prêts de dire du bien de notre écosystème. À part, ce sont des pros, hein, évidemment, c'est autre chose. Mais des gens qui rentrent chez nous, qui mettent leur argent quelque part et qui le perdent, croyez-moi, ils ne sont pas prêts de dire du bien de notre écosystème. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Arthur Ayer appelle Solana un shitcoin. Voici pourquoi. Bah, au moins, lui, il se mouille avant. Hein. Il dit c'est pas encore terminé. Mais bon, il aurait peut-être dû le dire il y a longtemps. Hein, parce que Solana, c'est en ce moment qu'il souffre. Hein. Il y a encore X temps, très peu de gens disaient du mal de Solana. Maintenant, en revanche, pardon, excusez-moi, en revanche, Solana souffre. Hein. Il souffre énormément. Il souffre énormément. Il a perdu pas mal. Il a perdu pas mal. Je crois que je l'avais vu. Voilà, là-dessus, je vous le fais en une seconde. Hein. Je crois que si on regarde comme ceci, entre son plus bas maintenant, il perd 95%. Voilà, c'est énorme. Hein. Le BTC a perdu 75%. C'est énorme. Et là, en ce moment, il continue un peu à tomber. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il y a des mauvaises news. Quoi. Il y a des mauvaises news. On a eu... les NFT de Goods et Yachts vont migrer vers Ethereum et Polygon. J'en ai parlé hier déjà, donc je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais tout ça, c'est des coups durs pour Solana. Et Solana, pour l'instant, ceux qui veulent encore rentrer chez Solana, faut peut-être attendre un tout petit peu. Faut attendre un tout petit peu. On est à un point très bas, on est dans une zone de rachat, hein, mais comme je le dis tout le temps, les zones de rachat, il faut faire très attention. Quand elles sont très très basses, ça peut être des zones d'enterrement. Donc à un moment donné, si on n'est pas sûr de son coup, on est prudent. On attend un petit peu ce que va faire le marché. Mais dans les médias, le marché, on le sait, il peut très bien redescendre encore un petit peu. Donc on reste très cool, c'est tout. Hein. Allez, breaking MicroStrategy de Michael Saylor achète, lui il achète 2500 bitcoins. Très confiant, beaucoup d'argent. Alors encore une fois, dans notre écosystème, on ne va pas faire la même chose avec des gros capitaux que si on n'a pas beaucoup d'argent. D'accord? Si on a des gros capitaux, on peut se permettre de rentrer à n'importe quel moment, de perdre même un petit peu. Ce ne sera pas bien grave, vous aurez toujours de l'argent pour vous refaire, on va dire. Hein. Et je ne parle pas des grosses institutions, je parle des particuliers qui ont des gros capitaux. Quand ils perdent un peu, ils s'en foutent un peu, c'est pas grave, ils vont refaire demain. S'ils ont beaucoup d'argent qui rentre à droite, à gauche, ils s'en foutent un peu, j'en connais comme ça. Mais en revanche, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il faut être prudent, mes amis, il faut faire très attention. Hein. Donc il y a des périodes où il faut faire plus attention qu'à d'autres moments, comme en ce moment. Voilà, parce que la crypto en ce moment, on est quelques-uns. Moi, je pense que ça va remonter dans quelques temps, mais c'est juste mes idées. Je ne fais aucun conseil d'investissement et c'est juste mon opinion et mes idées. Hein, et ça m'arrive de me tromper malheureusement. Et donc, je le saurai dans quelques temps si je me suis trompé, hein, parce que s'il continue à baisser, là je dirais, bah oui, je me suis trompé, je le voyais bien remonter un peu, voilà. Mais entre nous, moi je suis trader, donc quand il monte, je vais dans son sens, quand il baisse, je vais dans son sens. Donc c'est pour ça que je dis, on a chacun sa manière de voir et ses visions. Alors donc vous devez être prudent et vous devez bien travailler sur votre vision de faire, mais l'important, il y a une seule chose, c'est de ne pas perdre d'argent. Hein, donc faites très attention. Solana, on l'a dit, hein, donc voilà. Et puis ça c'est quoi? Les artistes NFT poursuivis par Yuga Labs répondent aux allégations. Oui, il y a eu des problèmes de copie comme on dit. Hein.
et certains qui se sont permis de faire à peu près pareil que les Yuga Labs, les Bored Apple Yacht Club, d'accord, leur NFT, tout ça, ça passe au tribunal, et puis le tribunal a quand même penché à la fin que, quand même pour dire que, je vais vous le lire, dans les affaires impliquant des NFT, l'affaire Labs souligne à quel point il est crucial de comprendre la technologie à l'appui des revendications de propriété intellectuelle. Ça, c'est très important. Le tribunal a pu déterminer que les actifs numériques pointés par les NFT RR-Beck de RIPS et les NFT Beck de Yuga Labs étaient identiques en regardant sous le capot. En raison de cette subtilité, le tribunal a correctement conclu que le NFT de RIPS n'était qu'une collection de contrefaçons et n'était pas éligible pour être considéré comme un support artistique selon le test de Roger. Parce que les autres disaient que c'était juste un support artistique qu'ils avaient copié, mais ce n'était pas vraiment un copier, c'était un support artistique pour justement dire que les autres faisaient ci, pas bien, que nous on fait mieux, etc. Ils se servaient de tout ça pour truander, hein, tout simplement. Hein. Tout truander, hein, de surfer sur la vague, comme on dit. Hein. Eh bien là, apparemment, ils ont été déboutés. Donc, les NFT, les artistes cubains expulsés d'OpenSea. Alors ça, là, OpenSea, pareil, je vous mets les liens de tout ça. Hein. Ils se cassent la tête à nous écrire des articles, hein, Journal du Coin comme les autres. Donc, on va lire leurs articles, évidemment. Hein. Eh bien, là, OpenSea préfère suivre des lois américaines, si vous voulez, plutôt que de se mouiller. Et encore une fois, pour simplifier les choses, pas de parler 3 heures comme je fais souvent, eh bien, on reste centralisé, quoi. On est encore centralisé, puisque voilà, ce système-là, il préfère respecter les lois comme il faut et surtout pas prendre un seul risque. Voilà, or Cuba figure dans la liste des pays qui sont ciblés par des sanctions américaines. Voilà, donc les Américains décident, Cuba, qui n'est pas l'Amérique, hein, ne peut pas avoir certaines choses parce que les autres ont décidé certaines choses. Vous voyez, c'est compliqué tout ça, hein, on est dans un monde quand même difficile hein, quand on voit tout ça. Hein. Pressal, alors une prévente Dolls.io brave le bear market et lève des fonds pour son métaverse pour adultes. Bon, métaverse pour adultes, je ne vous fais pas voir de photos qu'il y aurait dedans, je n'ai même pas été voir sincèrement, je dis ça, mais il y a une prévente hein, pour ceux qui connaissent un petit peu et tout, voilà, acheter des LOLs, la prévente a commencé, voilà, je sais pas trop quand ni quoi que ce soit, mais voilà, à suivre. Hein. Hein, je sais que les préventes, on aime bien parce qu'on paye les choses un petit peu moins cher, mais bon, on va les payer moins cher, mais il faut bien les étudier quand même avant. Hein. C'est pas parce que vous payez un truc moins cher ou c'est pas parce que vous avez 50% sur quelque chose que c'est extraordinaire. Hein. Parfois, 50% c'est quelque chose, c'est simplement parce que vous vous attirez. Et puis, une fois que vous les aurez eus, eh bien, on vous dira dans l'avenir, il y aura 75% sur le même objet. Hein. Vous avez déjà perdu pas mal déjà. Allez, zoom sur l'art, NFT, 5 artistes à suivre absolument. Je vous mets ce lien, vous irez voir Astorper Magazine, hein, c'est pas trop mal. Et quelques, voilà, 5 artistes, hein, si vous les connaissez, vous les connaissez pas. Si vous les connaissez pas, eh ben, c'est très bien à aller regarder et voir un petit peu ce qu'ils font. C'est comme ça qu'on démarre dans un écosystème. On ne connaît pas, et bien on va se renseigner à droite à gauche. Voilà, je vous mettrai ce lien-là. Et sinon, bah, nous, on continue sur notre marché. Oh là, on regarde ici en 24 heures. Hein, tout ça, c'est rouge. Hein, la colonne du milieu, là. Hein, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Ouh là là, ça fait peur, mes amis. Et ceux qu'on fait le mieux, vous voyez, il n'y a quasiment rien. Tout est rouge. Tout est rouge. Allez. Pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, mes amis. Pensez à faire des commentaires. Pensez à cliquer sur le pouce. Cliquez sur le pouce, ça me ferait plaisir, parce que pas beaucoup de gens le font, et c'est un petit peu triste, ça nous mine le moral. Non, allez, je rigole, moi j'ai un moral d'acier, donc l'important c'est de participer, l'important c'est que vous soyez là, l'important c'est que vous avanciez dans cet écosystème, mes amis. À bientôt.